Né à Sorel en 1946, il a étudié et vécu sa jeunesse à Montréal, y faisant ses débuts dans l'enseignement de la littérature au cégep. Après avoir voyagé un bon moment, il s'installe dans Charlevoix en 1975, plus concrètement à Baie-Saint-Paul où il habite toujours. On l'a connu dans la région comme enseignant aux adultes, ainsi que correcteur linguistique, ainsi que traducteur. On a pu lire quelques-uns de ses textes dans l'Embarcadère, la revue de la Société littéraire de Charlevoix, et tout dernièrement, il a fait le lancement de son premier recueil de poésie, Quand s'apaise le silence. C'est avec un grand plaisir que je rencontre aujourd'hui à TVCO un véritable passionné de la langue, de la littérature et des mots, M. Claude Frappier. Alors bonjour, M. Frappier. Bonjour. Contente que vous soyez là aujourd'hui. Très honoré. Pour que j'apprenne à mieux vous connaître. Hein? Finalement, je vous connais depuis quelques années parce que vous avez corrigé plusieurs des textes que j'ai dû faire au travail. Mais là, c'est la première fois que je vais pouvoir vous poser des questions plus personnelles. Ça me fait plaisir. Allez-y, je vais voir ce que je peux répondre. Donc, M. Frappier, vous venez... J'ai dit que vous veniez de Sorel, mais vous venez de quel genre de famille? Vous venez de... Oui, parlez-moi donc de votre enfance. Comment vous avez grandi, là? Alors, je suis né dans les années 40, un vrai baby boomers, 1946, mais j'étais le troisième enfant d'une famille qui en a compté 5, finalement. Okay. Donc, la famille était commencée, là, c'était pas une question de guerre. Donc, j'étais le troisième enfant. Mon père était un concessionnaire automobile. Okay. Ma mère était femme au foyer. Et ils se sont mariés en 1940. Et nous habitions dans la vieille paroisse Saint-Pierre à Sorel. Et mon père était d'abord ouvert un petit atelier mécanique. Il n'était pas mécanicien lui-même. Là. OK, donc ça, c'est pas son premier garage. Non, c'est son deuxième, okay. Mais c'est sur la même route. On appelait la route 2. C'est la route Marie-Victorin qui conduisait de Sorel à Montréal. Alors, c'était un peu mythique pour un jeune enfant d'aller au garage de papa. Je comprends. Et là, il ne fallait pas toucher à rien, mais moi, je touchais à beaucoup de choses. Et c'était une aventure pour moi. OK. Puis, la littérature, elle rentre tellement vite dans votre vie. Est-ce que vos parents étaient des gens avec un haut taux de littératie? Est-ce qu'il y avait des livres partout dans la maison? Est-ce que... Pas du tout. C'est tout le contraire. Okay. Mes parents, culturellement, étaient à cheval entre le Québec traditionnel, catholique, les conventions, et le Québec moderne que la guerre avait permis, parce que Sorel s'est beaucoup enrichi par l'industrie de la guerre. On construisait des bateaux, on construisait des camions. Okay. Tout le monde faisait plus d'argent, donc commençait à s'acheter des voitures. Ah, mon père était là pour les vendre. Ouais. Donc, sa carrière a été lancée. Et quand on est homme d'affaires, qu'on commence à rouler dans l'argent, on change de milieu. Mon père allait à New York tous les ans voir jouer les Yankees. Il allait aux courses de chevaux. Donc, il y avait comme une vie américaine moderne. Les voitures, évidemment, nous associaient à l'industrie de Détroit, des voitures américaines. On ne parlait pas de voitures européennes. Donc, votre père, il vendait des marques américaines. On était comme à cheval et eux n'étaient pas du tout des intellectuels. Ma mère, un peu plus. Okay. Ma mère aurait pu liser davantage. C'est eux, vos parents? C'est eux, durant leur voyage de noces. Et donc, c'était une famille, petite bourgeoisie, québécoise. Okay. C'était comment chez vous? Est-ce que c'était plutôt strict ou c'était une maison vive, gaie, avec justement les enfants qui courent, les voisins qui rentrent, la famille qui est invitée à chaque Noël? Il y avait un petit côté, je ne sais pas comment, engoncé. Ma mère était un peu froide, un peu, peut-être souvent enceinte, donc elle se retirait. Mon père travaillait beaucoup. Et ce qu'il y avait de particulier dans la maison où je suis né, c'est que on hébergeait la tante de mon père. Okay. Ma tante Manda. Nous, on l'appelait ma tante, on ne disait pas ma grand-tante. Oui, c'est ça. Et ma tante Manda, nous, on la voyait comme une bonne petite vieille avec ses cheveux blancs. Et elle, c'est un peu comme une grand-mère. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. C'était l'élément chaleureux, celle qui prenait plus soin des enfants. Sinon, moi, j'ai été très rapidement mis au pensionnat.
Ah oui, à quel à âge? l'âge de 6 ans et demi. Oh là là, c'est bien jeune! Et j'oserais pas me comparer au pensionnat amérindien, mais sans avoir à subir, disons, des Les sévices, sévices, ouais. il y a une sorte de contrainte qui est insidieuse, qui est permanente. C'est-à-dire que tu es privé d'affection. Mais là, vous me dites là, que vous étiez à 6 ans et demi au pensionnat, donc vous deviez dormir là, manger là, vous passiez tous vos temps là, sauf peut-être les fins de semaine que vous Pas du retourniez tout, à la pas les maison. fins de semaine. On sortait en novembre pour aller chercher nos vêtements d'hiver. OK. On sortait à Noël, puis on sortait à Pâques pour rapporter nos vêtements d'hiver puis avoir des vêtements d'été. Et tout ça traînait jusqu'au 24 juin. On n'avait que l'été pour dire est-ce que j'appartiens à cette famille-là ou d'où je viens, moi, là. Ça fait 8 mois que je Ben suis oui, parti. ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un Ben là, qui est c'est rentré toi si qui jeune. juges, là. Ben oui, ben oui. Mais non, je ne juge pas vos parents pantoute, là. Mais c'était bien vu à l'époque. Dans ce pensionnat, il y avait les enfants des bourgeois de Sorel. C'était chez les sœurs. Puis ils disaient qu'on aurait une bonne éducation. Ouais. Mais on ne se rend pas compte de la privation que c'est pour un enfant d'être aussi privé des relations, Ouais, affective. même avec les frères et sœurs, parce que entre petits pensionnaires, c'était toujours un peu une compétition où on se surveillait, où il y avait... C'était pas... j'ai pas développé là, de clan ou d'amitié particulière. OK. On était comme chacun coincé dans son petit univers. Et ça a beaucoup... ça a fait beaucoup pour faire ce que je suis devenu, Mais en oui, fait. ça a dû forger une Parce grande que partie de j'étais votre très, personnalité. on pourrait dire triste ou mélancolique, d'où l'envie de me conter des histoires et d'où l'envie de devenir écrivain aussi. Donc, j'ai tiré quelque chose de ça à la C'est longue. beau, ça. Mais c'était quand même de 6 à 11 ans. Là. Et la particularité que j'avais, j'adorais l'école. Vous deviez Alors, être bon. Le petit pensionnaire, il arrivait toujours premier parce que on nous demandait seulement d'avoir de la mémoire. Hein? Les 100 réponses du catéchisme, là, pas besoin de savoir le sens profond. Il suffit de les répéter comme un perroquet. Ouais, Alors, moi, j'arrivais premier parce que je mémorisais, parce que j'étais motivé à le faire. OK. J'adorais l'école. C'était mes meilleurs moments, c'est quand j'étais en classe. Les pires moments, c'est dans le dortoir. Oui, c'est ça, les moments de jeu avec les autres enfants. Puis, Ça, c'était pas extraordinaire non plus. Non, hein, c'était pas là que vous vous réalisiez. Non, mais je ne veux pas entrer dans les détails. C'était les années, début des années 50. C'est loin, là. Oui, mais de toute façon, chez les C'est enfants, loin. il devait y avoir de l'intimidation. Mais j'ai il devait y avoir continué toutes à sortes être de choses. pensionnaire au début du cours classique. Mais là, c'est une autre problématique, c'est celle de l'adolescence. Oui, là, vous rentrez au cours classique, vous avez quoi, 12 ans? J'avais 10 ans et demi. Mon, OK. Tu peux pas croire, hein? En commençant mon primaire à 5 ans et demi, puis en sautant 2 ans, parce que j'étais tellement brillant, on m'a fait sauter 2 ans, ce qu'il ne faut pas faire, parce que quand tu arrives après... C'est pas trop avec des vieux. Avec des Vous étiez vieux, tout petit. des adolescents. Moi, j'étais encore un enfant. Là. Ah oui. Puis les adolescents, ben, ils vivent toutes sortes de choses, puis des sous-entendus, puis ils se disent, moi, j'étais complètement déphasé. Et donc, sûr. j'ai quand même fait tout mon cours classique à différents endroits. J'ai fini au Collège Saint-Laurent. OK. Les 5 dernières années, là, ça s'est stabilisé. On a déménagé à Montréal parce que la plupart des enfants étudiaient à Montréal. Mon père est devenu fonctionnaire. Ah après oui, avoir il a été... quitté le garage. Bien, c'était puis- à la voirie quand même. Il était dans son univers à lui. OK. Il était gérant de la voirie. Et donc, j'ai fait les dernières années du cours classique. Un cours classique qu'on pourrait qualifier de décadent parce que les cégeps commençaient. Les curés avaient perdu la motivation. Les années 60, ils sentaient que leur règne était terminé. Et donc, moi, j'ai fait du sport. Moi, ce dont je me rappelle au cours classique, c'est que j'ai déjà joué 3 parties de hockey la même journée. OK. À l'interscolaire, au club du collège, puis dans les parcs. Mais là, si je comprends bien, la fin de votre cours classique, vous l'avez fait en habitant chez vos parents. Là, vous n'étiez plus pensionnaire. Non, c'était fini. Vous là. étiez à Montréal, en Mais ce pleine que je veux ville. dire, c'est que là, le fait d'être pensionnaire ne me dérangeait plus. Là. On sortait les fins de semaine, on avait des amis, on avait du sport. C'était plus la même sensation de privation pour moi d'être pensionnaire. Même que, comme tous les ados, retourner chez les parents, c'était pas...
c'était pas ce qui m'excitait Oui, le c'est plus ça, à ce c'est pas ce qui moment-là. va être plus intéressant. Et je voulais très tôt m'émanciper. Je rêvais toujours de partir de la maison, puis j'attendais mon heure. OK. Et j'ai continué quand même assez sagement. J'ai pas fait trop d'esclandres. Et j'ai continué à l'université après. Après votre cours classique. Donc, Oui. est-ce que vous êtes rentré à l'université très tôt? Ben oui, j'avais 18 ans. OK. J'ai fini Ouais. mon cours. J'ai pris les 8 ans qu'il fallait pour Ouais. faire le cours classique, avec du latin, du grec, de la trigonométrie, du calcul différentiel, de la géométrie analytique, toutes des choses Puis là, à l'université, vous avez décidé d'aller en littérature directement? Non. Ou... Pas du tout. Je suis allé, à Polytechnique, imagine-toi. Ah, oui. Parce que j'adorais les ouvrages comme les ponts, les constructions. Ah. Mais j'avais une vision un peu poétique. Commencer à faire tous les petits calculs Vous vouliez de devenir tension. ingénieur? Je voulais devenir ingénieur. Mais le premier jour que j'ai débarqué à Polytechnique, les autres étudiants, ils ne venaient pas du cours classique. Et la culture était tellement différente et les cours aussi étaient plus exigeants. Parce que moi, je te disais, la fin du cours classique, on étudiait à peine l'histoire, la philosophie, ça passait facilement. Et non, Polytechnique, c'était technique, le mot le dit. Quand tu arrives à l'examen, là, c'est pas des Les à peu autres près. arrivaient d'où? De quel genre de milieu? Des collèges scientifiques, du cours scientifique. Et là, il y a eu un hiatus culturel tellement fort que tout de suite, je suis allé voir du côté des lettres parce que c'était tout près. Hein, l'école polytechnique et l'Université de Montréal étaient voisins. OK. Donc, vous avez fait une session seulement. Puis Oui. ensuite, vous avez... Là, je suis allé m'inscrire en lettres. J'ai dit, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. Mais je ne voyais pas comment des études de lettres allaient me permettre de gagner ma vie. Tout à fait, j'avoue Parce que l'enseignement ne m'attirait pas au départ. Vous vouliez être écrivain, si j'ai bien compris. Ben, ça, j'écrivais, mais je ne voyais pas comment on a un travail. Je ne voyais pas le travail. Je voyais pas l'avenir. Je disais, je suis étudiant. C'est comme si mon identité, c'était, je suis un étudiant. J'aimais la vie d'étudiant. J'avais une petite chambre. Et je me suis éveillé à beaucoup de choses. Ouais. J'étais... Parce que je n'avais pas de fondement. Donc, je pouvais partir de n'importe où pour devenir ce que je suis devenu. Ce que vous vouliez. Je pouvais me créer de toutes pièces. Je suis déjà allé dans l'est de Montréal pour entendre un Japonais jouer du kata. Ping, pong, pling. Pourquoi moi, je suis allé là plutôt dans une discothèque ou aller... Ben oui. Vous étiez déjà particulier, si je Oui, comprends. j'avais un univers à part et je n'étais pas très intéressé à m'intégrer socialement. Le monde tel que je le voyais, et surtout le monde des adultes, je disais, je ne deviendrai pas un adulte, moi. Ça, c'était ma spécificité. J'en tirais une certaine fierté, mais imagine le paradoxe. On n'y échappe pas. On devient adulte malgré soi. Fait que là, on va prendre une petite pause. On va aller découvrir l'œuvre que vous avez choisie. On revient après ça, puis on va en parler de l'âge adulte. Nous partirons de nuit pour l'aube des mystères, et tu ne verras plus les maisons et les terres. Alors, M. Frappier, c'est quoi ce morceau-là que vous avez choisi? Pourquoi? C'était difficile de choisir. J'aurais pu choisir du Leonard Cohen parce que j'en écoute beaucoup. J'aurais pu apporter du classique parce que j'en écoute beaucoup. Mais comme je suis ici un peu en tant que poète, j'ai choisi de la musique de Gaston Miron, le poète Gaston Miron, qui a publié le recueil déjà en 69-70 qui s'appelait L'Homme rapaillé. Et le musicien Gilles Bélanger a réuni différents chanteurs québécois, dont Richard Séguin qu'on vient d'entendre, pour faire un disque qui s'appelle 12 hommes rapaillés. Alors, pour moi, c'est Gaston Miron, c'est la musique francophone québécoise qui doit être absolument défendue, j'estime, et Richard Séguin, qui, selon moi, est un des grands parmi ceux-là. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ah, OK. Pas parce que ce texte-là vous parlait en particulier. Tout Gaston Miron me parle. Donc là, on était rendu à... Vous êtes à l'université, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec la littérature, vous n'avez pas trop envie de devenir un adulte tout de suite. Les musées, les spectacles, c'est ça qui vous nourrit.
Finalement, comment qu'on rentre dans l'âge adulte? Quand est-ce qu'on commence à travailler? Qu'est-ce qui se Oui. passe? Bien, quand je dis les spectacles, moi, c'était pas du divertissement, là. Je pouvais partir à 2 heures de l'après-midi, aller au cinéma parce que tel film d'Igmar Bergman... J'ai l'air comme ça, j'espère que j'ai pas l'air prétentieux, mais j'étais tellement curieux d'aller voir les films de Lelouch, de Bergman. Même si c'était à l'autre bout de la ville, dans un petit cinéma perdu, j'avais une curiosité immense parce que j'ai l'impression que je me construisais avec ça. Si ce n'était pas la société dans ses méandres habituels, étudier, faire carrière, tout ça, j'allais chercher ce qui allait m'alimenter, ce qui allait faire de moi la personne que je suis devenue. Donc, j'ai fait ma licence de lettres modernes, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, à l'Université de Montréal. Et après, question de m'initier au voyage, parce que quand on est jeune, on aime voyager, j'ai eu une bourse pour aller étudier, faire une maîtrise à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Oui, c'est Alors, ça. j'ai étudié 1 an là-bas, mais pas étudié fort, disons. Et j'en ai profité pour voyager l'Italie, le Maroc et la Norvège, qui pour moi est un pays fabuleux. C'est quand même... En Europe... il y a des trains. On se promène. Non, le pouce. Ah oui! Ah oui, j'ai beaucoup voyagé sur le pouce. Dormi sur le bord du chemin, mangé un morceau de pain, en tout cas. C'est le voyage qu'on fait quand on a 23 ans. Je comprends ça, bon. oui. Alors, mes études se sont terminées là parce que, bon, doctorat, là, vraiment, c'était trop trop me demander. Et j'ai commencé à travailler comme prof aux adultes. Parce que les cégeps qui ouvraient, manquait de professeurs, ça prend, tu sais, les années 60, tout était en éclosion. Oui, donc vous étiez au cégep, enseignant au cégep. Enseigné le soir au cégep, donc je donnais un cours à droite, un cours à gauche. J'ai fait à Montréal. À Montréal, oui. Mais évidemment, tout bascule quand je viens dans Charlevoix. Mais j'ai aussi travaillé au bureau de l'information de l'Université de Montréal. C'était le plus proche que j'ai été du journalisme. Et on publiait une petite revue hebdomadaire. Et là, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai fait du bureau du 9 à 5. Ouais. Mais on était un peu comme les artistes de l'université. Tu sais, on se prenait pour... on n'était pas... on ne se voyait pas comme étant trop straight. Mais notre travail était... Lui, il l'était beaucoup. Et donc, j'ai fait ça comme travail. Mais après, j'ai recommencé à voyager. Cette fois-là, c'était le Mexique, l'Amérique centrale. Alors là, ça dure des mois. Là. On part... pas sur le pouce, mais en autobus, puis des voyages longs et inconfortables. Encore là, c'est ça la jeunesse. On passe des heures sur une mauvaise route, mal assis, mais on s'en va, on va là. Tout à fait. Et j'ai vu toutes sortes de merveilles, les ruines préhispaniques au Mexique, c'est fabuleux, puis la culture là-bas est extraordinaire. Et quand on correspondait avec des amis qui nous ont dit on aimerait ça aller dans Charlevoix. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant que je travaillais à l'université, que j'avais un salaire, j'en ai profité pour acheter un terrain. Dans Charlevoix. Près d'ici, à Cap-au-Corbeau. Ce qui est devenu mon petit refuge. Et j'allais là avec les amis, puis les gens disaient « Ah, Montréal, on sort de la ville, c'est-tu beau? » Donc, on a eu l'idée, et il y avait un mouvement social de retour à la terre et tout ça, les années 70. On est 2 couples, on s'en va dans Charlevoix. Alors, on n'était pas aussitôt débarqués. Vous dites 2 couples, vous n'étiez pas déjà avec la belle Francine? Là. Non, j'étais avec une autre amie. On n'était pas aussitôt revenus du Mexique. Nos amis nous disaient « On vient de louer de maison aux éboulements, voulez-vous venir avec nous? » Bien, certain. On n'avait rien devant nous. Et donc, ça a commencé aux éboulements, puis ensuite, bon, tout le reste a suivi, mais je n'ai jamais quitté Charlevoix depuis. Et évidemment, pour le travail, il n'y avait pas de cégep dans Charlevoix. Donc, j'ai enseigné aux adultes, mais au niveau secondaire, pendant plusieurs années. Donc, de soir encore. Toujours le soir. Moi, je suis plus à l'aise le soir que le matin à 8 heures. Là, je suis moins d'aplomb le matin. Donc, ça me convenait. Est-ce que vous avez enseigné seulement le français ou vous avez enseigné toutes les matières puisque vous étiez aux adultes? J'ai commencé en anglais. Parce que quand je suis allé voir le directeur, notre bon vieux M. Bouchard, qui est décédé maintenant, il était dans son bureau. « Ouais, tu viens de Montréal, toi? »« Oui, j'ai un diplôme en français. »« Ouais, mais à Montréal, tu dois être bilingue. »« Oui, je parle assez bien l'anglais. »« Bon, ben, tu commences la semaine prochaine, j'ai besoin d'un prof d'anglais. » Alors, ça s'est réglé comme ça. Sur le coin j'ai débarqué dans son bureau, pas de CV, pas de paperasse. Puis votre anglais, vous l'aviez appris comment? Ben, à Montréal, dans la rue, au cinéma, en littérature, je lisais aussi.
mais je n'avais pas une aisance. Mais par rapport aux gens de Charlevoix qui, à l'époque, l'anglais, c'était encore aujourd'hui. Alors, je pense que j'ai été capable, avec une certaine méthode, là, d'enseigner l'anglais convenablement, disons. Puis après une couple d'années, là, j'ai changé pour le français. Et donc, j'ai enseigné le français, mais un français de base, là, au niveau secondaire, c'était pas de la littérature. Oui. C'est un peu plus tard, ça. Et si on continue dans ma vie professionnelle, bien, en 84, j'ai dit, hey, je vais retourner à l'université pour le fun. Ah, ouais. Et Québec, c'est une ville que je traverse. J'ai traversé 100 fois, mais je ne la connais pas, la ville. Je vais aller étudier à Laval. Comme ça, je vais passer du temps à Québec. C'était comme une sorte de vacances, de sabbatique, comme on disait. Ah, oui. Et, sauf que par la suite, je ne suis pas retourné à l'enseignement. D'abord, mon poste ici avait été pris. C'est que vous avez étudié à Laval? Ça s'appelait l'andragogie. Eh, mon Dieu, je ne sais même pas ce que c'est. Bien, écoute, personne ne le sait. Pédagogie, tu sais c'est quoi? Bien sûr. C'est l'art d'enseigner aux enfants. Bon, bien, andragogie, c'est l'art d'enseigner aux adultes. Il y avait un département d'andragogie. Ça fait que vous êtes un spécialiste de l'enseignement aux adultes qui n'est jamais retourné enseigner aux adultes. J'ai fait un peu de suppléance après avec les jeunes. Et là, ça ne vous a jamais servi. Là. Ça ne marchait pas. Et parlant avec une amie à Montréal, elle dit, ben moi, je travaille chez le MEAC, une maison d'édition. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je fais des corrections, je corrige les épreuves. Hein? J'ai dit, c'est un métier, ça? Elle dit, oui. Je dis, comment on fait, tu sais? Alors, elle m'a indiqué quel livre, parce qu'il y a des règles en typographie, là, c'est pas seulement la connaissance de la langue. Comment se présente un livre, comment se fait la mise en page. Et donc, j'ai potassé ça un petit peu. Puis un matin, je suis parti à Québec, puis je suis allé aux Publications du Québec, le plus gros éditeur du Québec. Je cogne, toc, toc, je voudrais travailler chez vous. Ah, bon. Moi, je suis comme ça, je peux être très timide, très dans mes petites affaires, puis tout à coup, bang, je fonce. Alors, ils ont dit, oui, ben il y a un examen, là, asseyez-vous. Puis si vous passez l'examen, peut-être qu'on vous... Puis vous l'avez passé comme ça. J'étais tellement relax, j'arrive là comme ça, sans prétention. Et ils m'ont dit, tu as eu un très bon résultat, on va t'engager. Mais j'avais fait mes classes un petit peu avant, parce qu'avec ma blonde, mon amie Francine, j'avais déjà fait des corrections pour elle, et j'avais commencé à travailler pour l'imprimerie à Baie-Saint-Paul. Mais l'imprimerie, on s'entend, c'est des petites choses, des petites cartes d'affaires, des menus. C'était pas de la grande littérature, mais j'ai pu voir que j'avais l'œil et que j'aimais ça, là, trouver la petite erreur. Là. Et donc, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à y aller, je vais aller chez le plus gros, tu sais. Et ça a marché. Et donc, pendant des années, comme travailleur autonome, parce que je travaillais à partir de chez moi, je recevais des documents, je m'installais avec ma lampe, mes dictionnaires, et je renvoyais le tout. Et un autre rentrait, ça roulait beaucoup. Et au fil du temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire de la traduction. Serge Mongeau, qui était... on était dans la mode écologiste. Là. On collaborait avec Serge Mongeau, et qui dit, peux-tu me traduire ça? C'est le guide du consommateur. J'ai dit, Serge, je ne suis pas un traducteur. Il dit, oui, je suis sûr que tu es capable. Je l'ai fait. C'était très exigeant. Et par la suite, j'ai eu plusieurs contrats de traduction et je me suis pris au jeu. J'ai aimé ça. Et il y a un livre, je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, laquelle? Le manoir, un manoir canadien et ses seigneurs. C'est l'histoire de la seigneurie de Murray Bay. Oui. Écrit par un historien au début du 20e siècle. Donc ça, c'est une des traductions que j'ai faites. Et j'en ai fait plusieurs comme ça, mais tu sais, c'est toujours à la pige. Hein? On ne sait pas si on construit une carrière, on ne sait pas si le prochain contrat va rentrer ou pas. Mais j'ai fait ça. Donc, des moments de rush, puis des moments d'accalmie. Oui. Puis toujours l'écriture un peu à travers ça. Puis la fondation de la revue L'Embarcadère. Vous êtes un fondateur, c'est ça? Oui, on était 7. On a d'abord créé la corporation, la Société littéraire de Charlevoix. Oui. Couramment appelée la Solique. Oui. Et là, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire une revue. Bon, comment on va l'appeler? Quel format? Qui va pouvoir... Il a fallu tout définir ça. Pourquoi l'embarcadère? Ça, c'est le regretté Patrick Arsac qui avait suggéré ce nom-là, parce qu'il trouvait que ça sonnait... Ben, tu sais, on avait sorti toutes sortes de noms, par mots et par mots. On faisait des... oui, c'est joli aussi. Des tempêtes d'idées, puis moi, je suis très mauvais pour trouver des titres. Même pour mon ouvrage, il a fallu qu'on m'aide.
Et donc, c'est le nom qui est resté. On embarque dans quelque chose. J'imagine que c'est ça qu'on voulait suggérer. Et le premier numéro, qui est illustré d'ailleurs par Jacques Hudon, un de vos invités que vous avez eu, Jacques, parce que chaque numéro était illustré par un artiste. Un artiste, bien, généralement, là, parce qu'il y a eu des exceptions, un artiste, on disait, c'est toi qui illustres le prochain numéro. C'était en noir et blanc la plupart du temps, mais il y en a eu en couleur aussi. Donc, la page couverture et des dessins à l'intérieur de la revue. Et on publiait de la prose, de la poésie, de gens qui étaient de Charlevoix ou qui avaient un lien avec Charlevoix. Ça pouvait jouer un peu les critères, on n'était pas trop strict, mais c'était toujours de la création littéraire. Prose ou poésie, mais des œuvres de fiction, de création. Est-ce que ce sont les premiers textes que vous avez publiés, de textes personnels que je parle? Je pense que Duo pour voix résiduelle a été fait avant. Je me rappelle plus de la Oui, mais date. vous ne l'avez pas publié, ce livre-là. Bien, on l'a fait à 50 exemplaires, je pense. C'est pas si mal, OK. Puis, ça c'est, je regarde. Donc, c'était pas la première fois que vous vous commettiez. 1996, et le premier numéro de la revue, c'est 1999. Donc, Francine et moi, on avait déjà publié à compte d'auteur une petite brochure d'un long poème que j'avais écrit. Donc, j'étais un petit peu dans la mouvance, mais je ne suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours. Je suis vraiment quelqu'un qui va par phase. J'entre dans une phase, et d'ailleurs, mon livre, ça le montre bien. C'est concentré quelques années, puis après, je peux être 2 ans sans écrire. Je ne sais pas pourquoi. Et ça reprend. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses, sauf mes amours. En amour, je suis fidèle. Oui, c'est ça. Constant, disons. Francine, elle arrive quand dans votre vie? C'est quoi? Elle arrive d'où, d'ailleurs? Elle arrive de Montréal, mais elle a travaillé dans les Grands Jardins. Elle a fait de la recherche en histoire. Et elle aimait beaucoup Charlevoix. Elle adorait Pierre Perrault. Donc, ça a été un lien commun qui s'est créé par la suite. Elle était venue dans Charlevoix à l'occasion. Et à force de travailler dans les Grands Jardins, elle venait souvent à Baie-Saint-Paul faire son épicerie, tout ça. Puis elle a dit, j'aimerais ça louer quelque chose à Baie-Saint-Paul. Puis là, elle a trouvé quelque chose à Cap-au-Corbeau, pas loin de mon chalet d'ailleurs. Et on s'est connus quelques temps après, sur le Cap-au-Corbeau, lors d'une soirée de poésie qu'on avait organisée à un endroit qui s'appelait le Café L'Initiative. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est là qu'est l'imprimerie Lico aujourd'hui. Ah oui, ah oui! Oui, il y avait un café. C'était un café qui se voulait... Tu sais, l'époque, là, on voulait faire du communautaire, avoir une friperie, avoir des Donc soirées. là, on parle des années 70, peut-être? Non, 85 déjà. 85, Ah OK. oui, bien, ce mouvement-là a continué, tu sais. Dans les années 80, il y a encore beaucoup de... Oui. Puis ça continue aujourd'hui. D'ailleurs, on voit les jeunes qui prennent sûr. toutes sortes d'initiatives. C'est extraordinaire. Donc, soirée de poésie. Je vois cette belle femme à l'arrière de la salle. J'allais lui parler. Puis bon, on est devenus amoureux. Puis on a fini par... depuis, on est ensemble. Oui. Puis, vous, c'est quoi qui vous a fait rester à Baie-Saint-Paul? Je suis plus capable de partir. La nature m'a pris. C'est vraiment la nature. Puis avec mon chalet. J'aurais pu dire, tiens, je vais rester à Montréal, puis je vais aller au chalet fin de semaine. Mais ça, là, j'ai fait ça un temps, puis c'est des coupures trop fortes. J'arrivais le dimanche soir à Montréal, je capotais. J'arrivais le vendredi soir à Cap-au-Corbeau, la nuit, l'obscurité, j'avais presque... Je n'étais pas adapté du tout. Ouais. Je disais, non, je veux pas, je veux... Ça, c'est votre chalet sur le oui, ça, c'est mon petit trésor que j'ai bâti moi-même. Je ne sais pas s'il y a une photo. Ça, c'est l'intérieur, il y a une seule pièce. C'est pas grand, mais c'est très suffisant, très... c'est tout fait avec des matériaux de récupération. Hein. Les fenêtres sont bénies, c'est des fenêtres, les anciennes fenêtres du presbytère de Baie-Saint-Paul. Il ne peut rien arriver. Vous voyez, toute la façade est vitrée. Avec des vieux carreaux là, qui ont des petits défauts. Ah oui. Et avec la vue sur le fleuve et tout, probablement. La vue est magnifique sur le fleuve et les bateaux, évidemment. Parce que moi, dès l'enfance, je regardais passer les bateaux. Alors, je continue à Cap-au-Corbeau. 3 d'un coup, c'est plutôt rare, mais j'ai toujours aimé voir passer les bateaux. Alors, vous, c'est la nature qui vous a gardé ici? Je suis pris par ça. Et je regrette un peu. Pendant un certain temps, on allait à Québec régulièrement parce que, tu sais, comme je t'ai dit, jeune à Montréal, j'allais au cinéma, j'allais au théâtre. Là, j'ai un peu perdu ça. J'avoue que comme le cinéma, j'arrive plus, j'en vois presque plus de films. Alors, je le regrette un peu, mais c'est un choix.
Je peux encore aller à Québec, Mais j'y vais à c'est ça, l'occasion. c'est à côté, Québec. Oui, c'est à côté, c'est ça. Mais en vieillissant, on trouve que c'est un peu plus loin. Ah! Puis donc, Francine, elle est restée ici pour vous. C'est le cœur qui l'a happé. Ah non, mais c'est Charlevoix, Pierre Perrault, puis moi, bon, ben j'étais là, alors vivre ensemble, on avait tellement d'affinités, de goûts communs. Elle a travaillé comme écrivaine aussi, elle a publié des livres. Oui. Et elle a fait des arts visuels. Bien, la preuve, c'est que mon livre est illustré de ses œuvres. C'est une bonne artiste. Elle a travaillé en arts visuels longtemps. Maintenant, elle est plutôt dans les archives, elle cherche à classer des papiers. Et donc, des papiers qui peuvent, et ça, on voit les œuvres là, qui sont dans mon livre de poésie. Bien, on va en parler tout de suite, de votre livre de poésie. Bon, parlons-en. Dans le fond, c'est « Quand s'apaise le silence ». Moi, j'aime le titre en passant. J'ai eu de la misère à le choisir, mais je trouve qu'il est très parlant. Merci. Donc, à l'intérieur, on retrouve des poèmes qui datent de quand vous étiez dans la vingtaine, je pense, les premiers, puis les derniers qui ont été écrits récemment. 2022, les derniers. 2022. J'en ai écrit d'autres depuis, mais ils ne sont pas dans le livre. Puis, donc ça vient juste de sortir il y a un mois, je dirais. C'est un projet qu'on a traîné longtemps. J'étais un peu réticent au début. Je ne voulais pas mettre des poèmes de jeunesse, mais Francine m'a convaincu. Ouais. Et la pandémie a fait que, bon, j'ai eu des contacts avec des éditeurs, mais ça n'aboutissait pas. Puis est-ce qu'on le fait à compte d'auteur? Puis on hésitait. Finalement, on s'est lancé simplement parce que, bon, il était temps qu'on fasse quelque chose. On avait déjà fait une sélection des œuvres, tout ça. Et j'ai appelé quelqu'un qui est un peu un ami que je connaissais. J'ai dit, connais-tu un logiciel là, pour faire de la mise en page? Parce que je veux le faire moi-même. Oh, il dit, oui, j'en connais, mais tu ne seras pas capable comme ça. Là. C'est quand même plus complexe que tu penses. Moi, j'imaginais que c'était simple. Bon. Oh oui, on tape ça sur Word. Ah puis... bon, j'ai dit merci. Je voulais juste savoir si je pouvais... Mais il me rappelle, une demi-heure plus tard, il dit, sais-tu, ton livre, là, ça m'intéresse de le faire. Puis lui, il avait une formation en graphisme, puis il avait toutes les ressources. Il y avait les logiciels, et même la photo. Il était équipé pour faire la photo d'œuvres d'art. Et je peux le nommer, c'est Richard King. Oui. Et c'était extraordinaire parce que lui, il nous a donné le go, là. On s'est réunis à chaque fois, c'était dynamique, ça allait bien, on avançait. Et donc, on a fait en auto-édition, il ne faut pas dire compte d'auteur, en auto-édition, ce livre qui constitue ce que j'appelle un parcours poétique, parce que je suis allé chercher des œuvres assez loin dans le passé, mais pas trop quand même. Ouais. Pas parce que ces œuvres-là me paraissent abouties, mais parce que c'est un parcours. Ouais. Tu sais, si par exemple, toi, tu pratiquais un art, la broderie ou autre chose, tu peux dire, bien ça, c'est mes premières. Là. Elle raconte l'histoire, c'est de là que je elle pars. montre le cheminement. Et il y a, je ne peux pas dire qu'il y a un aboutissement, parce que tout lecteur va dire, bien moi, je préfère telle période ou telle période. Puis même, il y en a peut-être qui vont préférer la première période, parce qu'il y a une simplicité, il y a une naïveté. Quelqu'un m'a dit aussi, c'est très sentimental, tes premiers poèmes, parce que j'étais jeune, je rêvais à l'amour idéal, et il y avait une certaine mélancolie aussi, ça m'a toujours... Puis plus tard, c'est devenu un peu plus grinçant, là, tu sais, plus mordant comme texte. Et suite à un accident que j'ai eu, qui était assez grave, où j'ai eu des vertèbres de brisées, ah ben oui, on a même une photo. J'ai dû porter un collier pendant 3 mois, mais j'aurais pu y rester, mais j'ai pratiquement pas de séquelles. Donc, il y a eu comme mon attitude face au monde a changé, face à moi-même, et j'estime... La dernière section, ça s'appelle « Chant à ma gloire ». Oh. N'est-ce pas que c'est prétentieux? Mais c'est de l'autodérision. Il y a beaucoup d'humour dans le... Il y a même il y a un texte qui dit « Si jamais on veut faire un monument, oublie pas que tu aurais les pieds froids en hiver, puis les pigeons, hein, tu sais ce qu'ils font sur les monuments. Tout à fait. Alors, je dis, tu serais mieux de te transformer en arbre, parce que l'arbre représente la vie qui continue. Et même s'il n'est pas éternel, lui, au moins, il sert à quelque chose. Oui, un arbre. Donc, un nom de rue, hein, ça peut... Non, surtout pas. Moi, quand j'entends le matin l'autoroute Félix Leclerc est bondée, je dis, pauvre Félix, il doit pas aimer ça.
C'est bloqué sur Félix Leclerc. Ben oui, mais laissez-le tranquille, Félix Leclerc. Non, je voudrais pas. Oui, mais tu sais, le Non. joli capot corbeau. Non, moi je pense qu'il faut être, vivre, se manifester. Tout ce qui est vivant se manifeste. J'ai écrit des textes là-dessus sur les lucioles, sur les animaux, les plantes, mais tout disparaît. Les fleurs naissent, ils meurent. Les arbres, ils ont beau vivre 500 000 ans, ils disparaissent. Les animaux, ben, on sait qu'il y en a qui vivent longtemps, mais il y en a qui ont une vie très éphémère, mais ils ont un cycle. Ils font partie d'un plus grand cycle, et le cycle de la vie. Ouais. Et moi, toute ma vie, c'était ma préoccupation. M'inscrire dans le cycle de la vie, malgré les difficultés que je pouvais ressentir par rapport à mon petit être, mais dire, je suis dans le cycle de la vie. Et dernièrement, bon, il y a les arbres qui sont toujours d'une importance capitale. Les nuages, quand je veux décoller, je regarde les nuages ou je les photographie. Ça, j'adore. Je pense qu'on pourrait passer des heures chaque jour. Je trouve que c'est des œuvres d'art. C'est pas compliqué. Autant j'aime le travail des artistes, je ne sais pas si on aurait le temps d'en parler, autant j'aime ce que la nature nous offre parce que la vie, là, c'est pas juste « Ah, ça va bien, j'ai changé d'auto. Non, la vie, c'est une intrication de toutes sortes de choses, et notamment du temps qui passe, ce qui inclut la vieillesse et la mort. Puis ça, là, c'est pas négatif pour moi. J'ai écrit un texte très jeune qui est « Chaque jour, la vie s'ensable. Il y a du sable dans les pas. Et il y a toujours une partie de la vie qui est menacée ou qui se brise, qui se fatigue. Et qui... Sinon, si on refuse, tout est figé. Rien ne bouge, c'est pas la vie. Comme un écrivain a dit, nous vivons entre le cristal et la fumée. La fumée se dissipe rapidement, il n'y a pas de structure. Mais le cristal, il est tellement structuré que dans 1000 ans, il n'aura pas bougé d'un iota, donc il n'est pas vivant. Donc, nous vivons entre le... M'excuse, c'est ma part de philosophie. Non, c'est mais parfait. Ça se retrouve dans ma poésie aussi, d'accepter tout ce que la vie nous apporte, puis même si c'est noir, même si c'est pas joli tout le temps, c'est du vivant. Ça m'amène à vous demander si dans le fond, ce livre-là, c'est pas une façon de rester vivant, de laisser une trace de ne jamais mourir. Bien sûr, moi, je n'ai pas d'enfant et je suis, depuis longtemps, comme je te dis, j'accepte le fait que nous passons. Tu sais. Moi, quand je vais dans les cimetières, je regarde, cette personne-là est morte depuis longtemps, elle est probablement oubliée, et puis d'autres personnes sont nées et, bon, le cycle continue. Je suis prêt à disparaître dans le cosmos, je suis une poussière d'étoiles, comme dit Hubert Reeves. Mais quand même, tous ces écrits qui dorment dans des boîtes, à un moment donné, on dit, bon, ben, je pourrais peut-être me manifester sous cette forme avec l'espoir que quelque part, quelqu'un, comme on dit, va dire, ah, ça m'a touché ton texte, ça m'a touché. Peut-être que ça n'arrivera pas. Il y a peut-être un côté un peu trop intellectuel, parfois, avec le jeu des mots, les allitérations. Mais j'espère qu'il y a une sensibilité qui va atteindre quelqu'un, quelque part. Le livre, il vit longtemps, le livre. Il est immortel, le livre. Il est pratiquement immortel, même si aujourd'hui, les livres sont de plus en plus virtuels. Mais partons de l'idée qu'un livre peut traverser le temps. Donc, c'est un peu le petit héritage que je laisse à ma société, sans prétention. Mais je suis très content qu'on l'ait fait et je suis très content du résultat. Oui, félicitations. Là, on va prendre la deuxième pause, puis on va aller voir votre œuvre artistique que vous avez choisie. D'accord. On revient après. Alors, M. Frappier, je ne la connais pas, cette œuvre-là. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Pourquoi vous l'aimez? C'est quoi qu'elle représente? Je vais définir un contexte d'abord. Comme amateur, comme passionné de culture, j'ai aussi une passion pour la peinture. Et quand on me demande de choisir, je pense à l'histoire de l'art. Tantôt, ça aurait pu être un peintre comme Kandinsky, qui est un des premiers à avoir fait de l'abstraction au début du 20e siècle, que j'adore. Ça aurait pu être... il y a les peintres québécois, très reconnus, Riopelle, Bordua
et Louis-Pierre Bougie que j'ai choisi, ou ça aurait pu être des artistes que j'ai connus, qui sont dans Charlevoix et dont j'ai apporté des exemples d'œuvres. Alors, Louis-Pierre, qui était Louis-Pierre, c'était un graveur, donc il faisait de la gravure, mais vraiment de manière très spéciale, parce que c'est grand format. La gravure, souvent, c'est quelque chose qu'on peut reproduire à un certain nombre d'exemplaires. Mais lui, c'était des œuvres uniques, mais il se servait de la gravure qui rehaussait, c'est-à-dire la gravure, on peut la retoucher. Il faisait des œuvres de grand format. Et ce qu'il avait fait au symposium, c'était vraiment extraordinaire. Et c'était un être assez particulier, Louis-Pierre. Il était un peu dans sa bulle, lui aussi. Puis, quand on est apparu devant lui, Francine et moi, il s'est mis à nous parler. Il nous a pris un peu en affection. Il est venu nous voir à la maison. Donc, on a créé un certain lien. Mais c'est surtout parce que je trouve que l'art québécois a produit de grands artistes. Tout à fait. Et que Louis-Pierre a quelque chose... C'est un peu ce que j'aurais aimé être, moi, comme artiste. Oui! Quelqu'un de très concentré, d'intense et de très personnel. Son œuvre ressemble à rien d'autre. J'aimerais aussi qu'on parle des 2 pièces que vous avez apportées. Évidemment, depuis que je suis dans Charlevoix, c'est évident que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes ici. Hein? C'est sûr. Puis au fil du temps, j'en ai croisé plusieurs, et il y en a même qui sont devenus des amis. Alors le premier, le boîtier qu'on voit à droite, il est de Jacques Hudon, un artiste que vous avez reçu ici, et qui est vraiment très grand artiste, selon moi, et pas assez connu. Et donc, il fait depuis quelque temps souvent des sculptures boîtiers, parce que c'est des boîtiers qui contiennent des livres. Ben oui. Il y a un tiroir où on peut mettre des livres. Mais à partir du thème de certains livres, c'est un peu secret, c'est caché. Hein. Oui. Il y a même des boîtiers où il pouvait mettre des objets, des cendres. Il avait fait une exposition assez, à mon travail où c'était les cendres de ses œuvres qui étaient dedans. C'est très intellectuel, c'est très changé, c'est très complexe. Et donc, je connais Jacques depuis très longtemps. J'ai toujours trouvé que c'était un artiste exceptionnel. Je suis d'accord. Et donc, ça, c'est un de ses boîtiers qu'il a fait au cours des dernières années. La branche me déconcerte un peu, mais je l'ai toujours acceptée. Elle tranche beaucoup avec l'aspect géométrique de ses œuvres. Alors, c'est son choix. Lui, il a mis des choses, il a mis des plumes, il a mis des écailles. Alors, il y a des éléments de la nature qui s'incorporent à ce qui pourrait paraître trop froid ou géométrique. Et l'autre, c'est un Gérard Thériault. Oui, l'ami Gérard. Vous avez d'avoir ça. Oui, bien ça, c'est en fait une maquette, parce que Gérard faisait des œuvres monumentales. On voit, tout à fait. Ça il y en a une devant la bibliothèque à Baie-Saint-Paul. Oui. Lui, sa passion, enfant, c'était la sculpture sur bois. Donc, il y a une tête sculptée en bois, et souvent, ces personnages sont des Amérindiens. Oui. Pour toutes sortes de raisons, mais il trouvait que pour faire une sculpture, le visage de l'Amérindien était plus expressif, peut-être, que le visage des Blancs. Et il aimait incorporer d'autres éléments. Sur la photo, on voit Gérard en train de contempler ce qui reste d'une goélette quand elle a brûlé. Il n'y a plus de bois, mais il reste du métal. Tout à fait. Et il s'est dit, tiens, avec ce métal-là, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et c'est là qu'il a pris l'idée de faire la sculpture qui est devant la bibliothèque à Baie-Saint-Paul. Il est vers le large, qui est une œuvre extraordinaire. Et moi, je l'ai vu faire cette œuvre-là. Il allait presque sans mesure d'instinct. Gérard, même s'il avait beaucoup de formation, des fois, on pense que c'est d'instinct, mais il avait quand même fait des études et il connaissait le monde de l'art. Et il incorpore là-dedans du métal, de la pierre. Et tu sais, on voit des tiges de métal là, qui ont l'air toutes délicates. Mais dans l'œuvre finie, ce sont des gros billots de bois. Ah oui, de bois? De bois, des gros billots qui traversent la tête comme ça. Alors, je voulais souligner, parce que moi, je ne suis pas très créatif. Bon, la poésie, ça va bien, on écrit un poème de temps en temps. Et j'aime voir ce que les autres font. Tu sais, je suis plus un admirateur. Un admirateur je ne suis pas un créateur forcené. Ouais. Je fais des choses, j'ai fait des choses, mais j'ai beaucoup aimé voir. Tu sais, je vais toujours au vernissage, au Carrefour. Vous êtes quelqu'un qui est très sensible à l'art. Je vais voir toutes les expositions qu'il y a au musée, puis j'y retourne plusieurs fois. J'ai eu la piqûre à l'adolescence, puis ça ne m'a jamais lâché, même si je parle aussi beaucoup de la nature. Alors, si tu me donnes le choix entre aller faire du ski de fond dans les grands jardins ou aller à un vernissage,
là, je vais être déchiré. Mais normalement, j'arrive à faire les deux, tu comprends? Ah, ah. Ça, c'est dans les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, qui est un endroit fantastique. L'exercice nous donne accès à toutes sortes d'endroits merveilleux, très beaux. Ouais. Alors ça, c'est pas à négliger. Donc la raquette, le ski de fond, évidemment, la marche. Juste aller dans le boisier du quai, on y va 3 fois par semaine. Et là, vous à chaque fois, on regarde les arbres. Ah, regarde donc celui-là. Alors, les oiseaux, évidemment, la faune. On prend tout ce qu'on peut, les nuages, les arbres, tout. Tout, on se remplit de ça. Tantôt, vous avez dit que vous avez appris à patiner à 4 ans. Est-ce que vous êtes un bon joueur de hockey? Ah, c'est ça. Bien, j'avais les vieux patins de mon frère et puis je pense que mes chevilles n'étaient pas assez fortes. Alors, vous n'étiez peut-être pas le meilleur à ce moment-là, mais est-ce que vous êtes devenu... J'avais une passion pour le hockey. Ah oui? Mais j'ai jamais fait partie d'équipe d'élite. Mais tout le temps que j'ai été au collège, même à l'université, dans l'interfacultaire, le club de lettres, tu sais, les poètes, là, ben, on avait la meilleure équipe. Ah oui, de hockey? Oui, de hockey. Vous gagnez contre les autres facultés? Contre d'autres facultés. Ah. Donc, c'était pas du sport de grande envergure, mais le plaisir était toujours là. C'est incroyable, les beaux vidéos que vous avez là. Ah, ça, c'est le hockey bottine. Le hockey bottine derrière l'ancien hôpital. Tous les dimanches après-midi, on se crevait à jouer pendant des heures. Et puis, on était toute une bande. Là. Je ne sais pas si l'autre photo va apparaître. Donc, on aime les sports individuels, mais on aime aussi les sports d'équipe. Le sport d'équipe, ben oui, parce que c'est plus complexe. Il y a plus d'échanges, il y a plus de... les événements, tout ce qui se passe et l'interaction avec les gens. Vous nous amenez un portrait au départ où vous êtes ça, un homme c'est l'équipe. plutôt... Il y avait même des chiens, il y avait des bébés, il y avait des enfants, il y avait des hommes, des femmes. Il y en a qui savaient jouer, il y en a qui ne savaient pas jouer. Mais c'est ça. C'était convivial. Moi, là. je vous voyais comme un solitaire, mais dans le fond, vous êtes un gars de gang. Moi, je suis quelqu'un d'assez complexe dans ce sens que, oui, je suis solitaire, mais j'ai un côté quand même extraverti qui fait que je suis capable de m'insérer dans des mouvements ou des groupes et de ne pas me sentir vraiment un asocial. Parce que j'ai une certaine aversion pour l'ordre social. Tout ce que ça nous impose, de lois, de règles, et comment ça nous brime. Et ça fait de nous des petits zombies, finalement. Et là, je dis ça, mais sans parler de tout ce qui se passe à l'échelle de la planète, qui sont parfois des choses monstrueuses, qui fait que je n'ai pas envie de sentir que je fais partie de cette race-là, de cette espèce vivante-là, parce qu'elle fait trop de dommages. Mais quand même, j'ai ce besoin d'être avec d'autres. Il n'y a pas juste ma blonde, j'ai des amis, et je joue au tennis depuis très longtemps, et on est comme une secte. On se connaît seulement parce qu'on joue au tennis, on ne sait pas ce que l'autre fait, mais on se reconnaît comme coéquipier de tennis. C'est curieux, le sport, ce que ça fait. Vous étiez jeune, hein? C'est vrai que ça fait longtemps, le tennis. Avec mon ami Marcel Poisson, on avait gagné un petit tournoi à Baie-Saint-Paul. On était bien fiers. Donc, le tennis, ça continue encore? Ah, je joue encore au tennis. Oui. Malgré mon accident, j'ai pu récupérer suffisamment pour jouer au tennis. Et, on peut même dire que mon jeu s'est amélioré parce que je suis plus calme un peu. Est-ce que vous voulez en parler un peu de l'accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça semblait, tantôt, vous nous avez montré le collier et tout. Oui, bien, c'est arrivé en 2021, un accident bête. J'assurais une échelle pour quelqu'un qui montait, donc extrêmement c'est pas vous qui êtes en danger, c'est ça? Je n'étais pas en train de faire de la haute voltige, je tenais l'échelle. Sauf que la personne au-dessus de moi a perdu l'équilibre et elle est tombée sur moi. Oh, mon Dieu! De sorte que j'ai eu des vertèbres brisées. Mais j'ai été très bien soigné, très bien pris en charge. Okay. Et toute ma convalescence, tout le temps que j'ai passé, ça c'est vraiment merveilleux de la façon. Puis moi, à chaque jour, je me disais, ben là, je remonte la pente. Ouais. Puis je suis devenu quelqu'un de différent. Au lieu d'envisager des choses sous un angle négatif, je prenais tout au positif. Ça va mieux. Le temps fait que je revis. J'aurais pu être paraplégique. Bien, c'est ça. C'est que c'était quand même grave. Là, je me sentais très chanceux. Et donc, voilà, je suis là et je me sens bien, malgré que j'ai
un certain âge et que là, je dois apprivoiser ce qu'on appelle la vieillesse. Donc, un certain ralentissement Ouais. dans tout ce que je fais. Mais on dit qu'on compense par d'autres choses. Paraît-il. Le calme, la capacité d'apprécier ce qu'il y a autour de soi. Ça, je trouve que c'est important maintenant. Là, je vais vous faire une petite rafale. Oui, OK? Je vais ça, vous... c'est ce que je craignais un peu, mais allons-y. Vous avez juste à répondre par oui ou non. Sauf Oh. que si je tombe sur de quoi qui est important pour vous, là, vous me l'expliquez pourquoi c'est si important. OK? D'accord. Donc, est-ce que vous êtes un homme sensible? Très, trop. Oui. Mais oui, très sensible. Un romantique? Moyennement. Mélancolique? Trop, très. Très. C'est très fondamental. Est-ce que vous êtes un bon conteur? Pas particulièrement. Non. Un joueur de tour? Non. Non. Est-ce que vous êtes un rassembleur? Non. Non. Un bon cuisinier? Pas mal. Oui. Je me débrouille. Un musicien? Zéro. Mais j'adore la musique et j'admire les musiciens, ça me fascine. C'est comme quand je vois un jongleur avec 7 quilles dans les airs. Là, je me Ouais. dis, mais moi, je suis pas capable d'en... Plus que 2, je suis pas capable. Je comprends. Est-ce que vous êtes un danseur? Je l'ai été. Oui. Jeune, ça faisait partie de bouger pour moi. Il fallait bouger. Ou danser des slows. Oui, aussi. bien en tout cas, vous savez Les- danser, déjà, ouais, les c'est bon. slows, on aimait ça pas mal. Est-ce que vous êtes un homme de confiance? Oui. Oui. Ordonné? Non. Non? Non, non. Non, j'aurais pas cru. Croyant? Je ne crois pas en tout ce que les religions véhiculent, parce que toutes les religions sont véhiculées par des hommes Mhm. qui ont toutes sortes d'intérêts à le faire. Mais je peux dire que je crois en la vie, Ouais. et sous toutes ses formes. Et j'avoue que dernièrement, avec l'astronomie, là, mon univers s'est agrandi. Je me vois faisant partie du cosmos. C'est magique. Ouais. C'est magique, cette impression-là. Et de sentir... ben, il y a des lois du vivant. Il y a des lois qui font qu'on est imprégné de ces... Et c'est cette énergie-là qui se structure, qui nous prend avec elle. Ça, c'est à ça que je crois, c'est-à-dire la vitalité, Ouais. disons. Mais pas qu'un être, tout à coup, est là à surveiller un peu ce que je fais. Non, ça me dit rien. Donc, une certaine spiritualité, mais pas En- une croyance J'ose en... même pas aller jusque-là. OK. Parce que j'ai un côté aussi terre-à-terre, sensuel, qui fait que je vais pas aller vers des propos trop éthérés. Est-ce que vous êtes un homme suspicieux? Ce qui veut dire... Est-ce qu'il veut dire qui donne difficilement sa confiance? Ou vous êtes quelqu'un qui est un peu naïf, qui embarque... Non, non, je suis suspicieux. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes féministe? Extrêmement, Ah oui. oui. Ben, c'est toujours gênant de le dire quand on est un homme, mais j'ai déjà enseigné un livre féministe au Cégep, qui était le livre de Germaine Greer, là, dont j'oublie le titre. Mais parce que je me disais, les rôles, tant qu'ils sont polarisés, moi, je suis prisonnier de ce rôle-là. Si on dépolarise la femme, on dépolarise l'homme. Tout à fait, c'est mon impression aussi. Et moi, d'essayer d'embarquer dans les images qu'on essayait de nous inculquer de l'homme, ben, je ne m'y reconnaissais pas. Tout à fait. Ça donne de la liberté à l'homme d'en donner à la femme aussi dans son rôle. Oui, mais c'est une dynamique, par exemple. Ouais. C'est pas toujours évident, mais c'est ça. Il faut C'est vivre vrai. cette dynamique-là. Est-ce que vous êtes écologiste? Oui. Oui. J'ai même été membre fondateur du groupe écologiste de Charlevoix, Euh. dont on n'a pas parlé, Mais non. mais qui a existé pendant quelques années, dans les années 80. OK. Donc, ouais. On a fini la rafale. Je vais plutôt y aller sur quelques questions personnelles. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment marquant, là, un moment clé qui a comme changé ce qu'aurait pu être votre vie? Bien, il y en a eu plusieurs. Parce que, comme je te dis, moi, il y a des moments, des périodes de latence, puis tout à coup, il y a un surgissement. Mon départ pour l'Europe en 69, c'est comme si je venais au monde, là. Sortir du Québec, aller en Europe, quand même, ça signifiait beaucoup de choses. Ma rencontre avec Francine, c'est magique, c'est Marquant. capital. C'est sûr. L'accident, d'une certaine façon, m'a amené à reconsidérer un tas de choses.
Oui, oui, oui. Et, mais c'est que moi, j'ai eu un lent cheminement. Je suis quelqu'un d'un peu lourd, d'un peu lent. Et je me dis, comment m'extirper de cette lourdeur, de cette noirceur même? Ça s'est fait par petits flashs, mais moi, c'est le temps qui est mon événement. On est inscrit dans le temps. Le temps nous rabat, mais c'est par le temps aussi que la croissance se fait. Tu comprends? Oui, tout à Donc, je crois à la croissance que le temps nous permet. Ouais. Je réponds pas bien à ta question. Non, vous mais... répondez très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on serait vraiment surpris d'apprendre sur vous, là, qu'on n'en a aucune idée, là, tu sais, qui vous ressemble pas? Oh mon Dieu. Ben, le sport, le fait que je sois sportif et poète, les gens n'arrivent pas à mettre ça ensemble. Mais là, moi, je te l'ai raconté, Ben donc oui. ça va être une surprise pour personne. Je fais des casse-têtes. Ah! C'est votre passion. Passion pour les Ben, casse-têtes. j'essaie de la contrôler parce que ça consomme tellement de temps, des heures et des heures. Oui. Ah oui, je peux plus Vous pouvez ne pas dormir de la nuit pour faire votre Ben, casse-tête. ça m'est arrivé de me coucher à l'aube avec un... D'ailleurs, j'en ai apporté un là, qui est un peu idiot, mais c'est un casse-tête que j'ai... C'est amusant. Mais je suis très difficile pour les sujets, mais quand je suis dedans, je suis pris. Alors, c'est pas une activité qui est valorisante en soi. On peut pas dire j'ai réalisé un casse-tête. Voulez-vous me donner un trophée? Ou... Puis, mais beaucoup de gens en font. Oui, Mais oui, c'est comme souterrain et moi, j'aime beaucoup en faire. C'est quoi le plus grand défi que vous avez relevé? De survivre à l'adolescence. Ouais. C'est un bon défi. C'est quoi votre plus grande fierté? Personnelle ou professionnelle? De ne pas traîner derrière moi trop de casseroles, de ne pas avoir fait du tort à quelqu'un. C'est sûr que j'ai été tout croche souvent parce que je faisais de mon mieux, mais c'était tout croche. Mais j'avais toujours le souci de ne pas causer du tort aux autres. L'intention a toujours été bonne. D'essayer du mieux que je pouvais quand j'établissais une relation. Oui. Est-ce que vous avez encore un rêve, là, quelque chose que vous aimeriez vraiment réaliser? Là, le livre est fait. C'est quoi qu'on rêve de faire dans l'avenir? Moi, je rêve de me lever chaque matin puis de trouver dans chaque journée un petit élément magique, comme les choses que je t'ai décrites, les promenades, la musique que je vais écouter. Ben oui, je vais t'en dire un rêve. Je voudrais faire un voyage à Vienne pour aller écouter la musique de Joseph Haydn. Je comprends. C'est à Vienne que ça s'écoute. À Vienne et autour, parce que c'est un personnage qui me fascine. Puis il me fascine presque parce qu'il est ordinaire. C'est un homme... On ne pourrait pas faire de film sur Haydn. Il n'y a pas de grandes aventures. C'est un homme qui a géré sa carrière. Il comptait ses sous, puis il vendait ses œuvres à Paris, à Londres. Il écrivait des lettres. Mais il y avait une sorte de grandeur, de force tranquille, qui, moi, me fait du bien parce que je ne suis pas comme ça. Ouais. Alors, j'aimerais rencontrer Haydn, peut-être, dans un autre moment. À Vienne, je vous le souhaite tellement. Et finalement, on a terminé. Il reste une seule question. Si la vie vous a laissé un message, ou si vous aviez un message à léguer, qu'est-ce que ce serait? Il y a toujours quelque chose à aller chercher, même dans des débris ou un tas de boue. Il faut aller chercher la petite chose qui fait que, je suis content d'avoir trouvé ça. Parce que je ne considère pas que la vie, c'est une chose, c'est un long voyage tranquille. Mais si on n'arrive pas à extraire, puis à grandir à partir de ces petites choses-là, ben là, c'est vrai qu'on va dire, ben la vie, c'est moche. Ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Et ça, pour moi, c'est la pire chose. Quand quelqu'un arrive là, je trouve ça vraiment triste. Donc, même si on se sent pas très bien, même si on n'a pas le sentiment que notre vie est une belle file sur une autoroute, sur le bord de la route, il y a peut-être une fleur, un caillou, n'importe quoi, qui peut nous inciter à goûter un moment. Et additionner ces moments-là éventuellement. Ben oui. Autant qu'on peut. Donc, merci.
Je vais rester attentive aux petits bijoux de la vie. Dans le fond, c'est un peu ça que vous dites. Et puis, je vous remercie vraiment, M. Frappier, d'être venu aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bien, je te remercie, Pascal. Ça m'a fait plaisir aussi.